Lecture audio du conte La Noël du petit joueur de violon de Camille Lemonnier par Valérie Alain. Jean, dit à son domestique M. Capel de la maison Capel et compagnie, allez donc voir quel est ce tapage à la porte de la rue. Je n'ai pas besoin de me déranger, M. Capel, pour savoir que c'est le petit mendiant à qui vous m'avez fait donner 2 sous ce matin, répondit Jean en regardant par la fenêtre du bureau. Ces mendiants ne nous laisseront donc jamais tranquilles, s'écria M. Capel. Tous les ans, je donne 100 francs au bourgmestre pour les pauvres de la ville. Dites-lui cela, Jean, de ma part, et faites-le partir. Attendez un peu que j'ai fini d'épousseter votre grand fauteuil, monsieur Capel, et vous verrez si je n'irai pas le lui dire. C'est incroyable comme il y a toujours de la poussière dans votre bureau. Comment donc 100 francs aux pauvres de la ville? Je lui dirai cela, soyez tranquille, et s'il lui prend envie de recommencer, je lui dirai par-dessus le marché que je n'ai pas le temps de courir du matin au soir après des rien du tout, des gueux, des rats, monsieur Capel. Et Jean donnait de si furieux coups de son plumeau sur le fauteuil que les plumes se détachèrent par poignées. Oui, monsieur Capel, des rats, 100 francs par an, vous badinez, je pense. Doucement, s'il vous plaît, Jean, vous allez déchirer le cuir de mon fauteuil. J'entends de nouveau le violon. Sortez-vous à la fin? Oui, monsieur Capel, fit Jean, en passant son plumeau sous son bras. Mettez-vous seulement un peu à la fenêtre pour entendre comment je vais l'arranger. Puis il se planta au milieu du bureau, croisa ses bras, et regardant son maître d'un air attendri, la tête sur le côté, s'écria. Est-il, Jésus Dieu, possible que des rien du tout, des gueux, des rats, oui, des rats, monsieur Capel, viennent ennuyer jusque dans sa maison un monsieur si honnête et qui donne 100 francs par an aux pauvres de la ville? Non, monsieur, cela n'est pas croyable. Ayant ainsi parlé, Jean se dirigea lentement du côté de la porte, les bras croisés et le nez en terre, avec de petits hochements de tête, comme un monsieur qui médite sur ce qu'il vient de dire, mais, au moment de sortir, il releva les yeux et, interpellant son maître, « Ainsi donc, monsieur Capel, je lui dirai de votre part. »« Qu'est-ce qu'il faudra dire, s'il vous plaît, monsieur ?»« Jean, attendez un peu !» cria en ce moment une joyeuse voix de petite fille. Et Hélène, que tout le monde appelait Lenji dans la maison, entra en sautillant dans le bureau de son père. Oh, la jolie enfant! Elle avait 10 ans, les joues roses, les cheveux blonds, les yeux bruns, et sa grande tresse serrée dans des nœuds de soie bleue battait son dos, comme une gerbe d'épis tressés. « Père, supplia-t-elle, un petit sou pour le joueur de violon qui est devant la porte de la maison. Jean ira le lui porter. » Mais M. Capel lui répondit avec humeur. « Qu'as-tu à t'occuper de cet affreux petit drôle? J'en ai assez de sa manivelle. »« Oh, père, il est si gentil !» fit l'enfant en joignant les mains très doucement. « Et il joue si bien. Il n'a peut-être plus de père. Car enfin, est-ce que tu me laisserais aller jouer du violon aux portes des maisons, père? » Lenji, voilà une sotte question. Qu'y a-t-il de commun entre nous et les pauvres gens? Tu es la fille de Jacob Capel, de la maison Capel et compagnie. La plus riche maison de la ville, Lenji, dit Jean en crachant derrière sa main dans le corridor. Eh bien, père, tiens, je voulais te dire quelque chose de très raisonnable, et voilà que j'ai oublié. Attends, je sais maintenant. Je ne voudrais jamais que ma poupée manquât de rien tant que je serais vivante, et pourtant je ne suis que sa maman. Voyons, un petit sou, s'il te plaît, papa, ou je le prends sur l'argent de mes économies. Tiens, voilà le sou, Lenji, mais c'est le dernier qu'aura ce petit mendiant. À votre âge, mademoiselle, j'étais déjà plus sérieux. Je m'occupais des intérêts de la maison, au lieu de prendre attention à des coureurs de rue. Je suis pourtant bien sage, père. Je sais tous les jours ma leçon, et j'ai eu hier encore 3 bons points pour mon écriture. Oui, ma chérie, mais tu es pendue tout le jour à ma poche. 1 sou est 1 sou, et 10 sous font 1 franc, et 1 franc avec d'autres francs font au bout de l'année un joli intérêt. Crois-tu qu'on nous donnerait comme cela des sous à la porte des maisons si nous étions pauvres?
Ici Jean crut devoir intervenir, et crachant encore une fois derrière sa main, dans le corridor, il s'écria. « Eh bien non, Lenji, qu'on ne nous les donnerait pas. Un si bon monsieur et qui, tous les ans, donne 100 francs aux pauvres, eh bien non, et pour ma part, monsieur Capel, je vous dirais, allez-vous-en. Nous avons bien assez déjà de nos pauvres, auxquels nous payons 100 francs par an. Est-ce que je m'en dis, moi? Je suis domestique chez monsieur Capel et je travaille. Eh bien, travaillez aussi. Voilà ce que je dirais. » Monsieur Capel haussa les épaules, et poussant du doigt Lenji vers la porte, « Allons, fillette, dit-il, va avec Jean. Voici la fin de l'année, et j'ai à revoir mes livres de comptes. » Ils descendirent, et brusquement Jean se mit à crier de toute la force de ses poumons. « Hé, là-bas, hé, mendiant, garnement, propre à rien !» L'archet cessa de faire grincer les cordes du violon, et un jeune garçon se leva de la marche en pierre sur laquelle il était assis dans l'encoignure d'une porte. Alors Jean prit un air majestueux et la main tendue, comme un avocat qui commence un plaidoyer. « Monsieur Capel vous fait dire, de sa part, qu'il donne 100 francs par an aux pauvres de la ville et que… » « Venez, petit, venez par ici, » interrompit Lenji, poussant à travers la porte sa jolie tête rose. Et de la main, elle lui faisait signe d'approcher. Le petit mendiant qui avait ôté son chapeau, en souriant gauchement, quand Jean s'était mis à lui parler, entra dans le grand vestibule peint en marbre blanc, étonné, regardant la hauteur des voûtes, avec de réitérés mouvements de tête humbles et lents pour saluer. Jean ferma la porte, examina le garçon des pieds à la tête, et tout à coup, indigné, montra Lenji et s'écria. « Savez-vous bien à qui vous parlez? À Lenji, la fille de monsieur Capel. Et monsieur Mégang, le notaire lui-même, n'est pas plus riche que monsieur Capel, quoique son cocher ait un frac avec de l'argent dessus. » Mais l'enfant avait posé le doigt sur les haillons du musicien. « N'ayez pas peur, dit-elle, et répondez-moi. Vous n'avez plus de père, petit ?» Il fixait à présent les yeux sur la pointe de ses pauvres vieux souliers, haussant les épaules, doucement, pour montrer qu'il ne comprenait pas. Puis, par contenance, un poing sur sa hanche, il se mit à siffler dans ses dents, d'un air à la fois timide et résolu. « Bon, c'est un sourd-muet, » s'exclama Jean. « J'ai vu ça de suite. Voyons, répondez. N'est-ce pas que vous êtes sourd-muet ? » « Comment voulez-vous qu'il soit sourd-muet, Jean, puisqu'il chantait hier en jouant du violon ?» Alors le jeune homme mit son instrument sous son menton, ouvrit la bouche comme s'il s'apprêtait à chanter. Mais Lenji posa la main sur l'archet et lui dit. « Moi, j'aime le violon, mais mon papa ne l'aime pas. Je vous ai demandé si vous n'aviez plus de papa. Est-ce que vous ne m'avez pas compris ?» Il leva sur Lenji 2 beaux grands yeux noirs, doux comme du velours, et haussa de nouveau ses épaules. Mais cette fois un triste sourire plissait le coin de sa petite bouche bien formée. « Ah !» s'écria tout à coup Lenji gaiement, en frappant ses mains l'une dans l'autre. « Il veut dire qu'il n'est pas du pays. D'où viendrait-il, Jean ?» Jean fit alors le tour du jeune garçon, les mains derrière le dos, levant et abaissant son long nez de travers pour mieux voir les habits du petit mendiant, et une grimace dédaigneuse plissait le bas de sa grosse figure bien nourrie. « Tenez, » lui dit Lenji, « j'ai demandé à mon père un sou que voici, et j'y joins 3 sous qui m'appartiennent. Cela vous fait 4 sous pour vous acheter un gâteau, car c'est la Noël ce soir. J'ai bien encore 20 sous dans ma tirelire, mais j'ai promis de les donner à la vieille Catherine. Amusez-vous bien. Une autre fois, je vous montrerai ma poupée. Vous ne la connaissez pas? Elle a coûté 20 francs. C'est une poupée très jolie. » Et Lenji mit ses 4 sous dans les doigts du jeune garçon. Il eut un beau geste reconnaissant, et de la main dans laquelle Lenji avait glissé les sous, il frappa sa poitrine avec tant de vivacité qu'elle le regarda pour savoir s'il ne s'était pas fait mal. Il baissa aussitôt les yeux, et une grosse larme coula sur ses joues pâles, tandis qu'il portait son argent à sa bouche et le baisait religieusement. « Il poverello » cria-t-il tout à coup d'une seule voix, avec une grande énergie. Et glissant très vite son violon sous son menton, il posa l'archet sur les cordes et ouvrit la bouche, en regardant en l'air, la tête sur l'épaule. « Lenji, Lenji » cria une voix dans l'escalier. Et Mina, la bonne, parut dans le corridor, tout essoufflée. « Que faites-vous ici, Lenji ?
Je vous cherche dans toute la maison. Est-il permis de faire courir ainsi les gens? Dieu du ciel, mon corset vient de craquer, je serai obligée de remettre une agrafe. » Mais elle, tout à son admiration. « Voyez, Mina, quel gentil petit garçon. C'est le même qui nous a suivis dimanche quand nous sommes allés, Nell et moi, à la boutique de monsieur Pouf, le marchand de volailles, car vous étiez retournés ce jour-là chez vos parents, Mina. Il jouait du violon en nous suivant. Nell a voulu le chasser en lui montrant son poing, mais il n'a pas eu peur de Nell, et seulement il a mis son violon sous son bras. Ne trouvez-vous pas qu'il est bien gentil, Mina? » « Et comment pouvez-vous trouver gentil un affreux petit garçon sale, noir, mal lavé, et qui porte les cheveux si longs, Lenji? Je n'ai jamais rien vu de plus laid que ce vilain petit singe, et vous feriez mieux de ne pas m'exposer à prendre un rhume en vous attendant. »« Mina, Mina, pourquoi dites-vous du mal de mon petit mendiant, après l'avoir trouvé si gentil hier au soir? Car je vous ai donné hier une pièce neuve de 50 centimes pour la lui remettre, et vous êtes remonté en disant que vous n'aviez jamais vu un plus doux ni plus joli mouton. » « Bon, Lenji, ce que je vous ai dit aujourd'hui est pour vous mettre un peu en colère contre moi. C'est un doux mouton, voilà. »« Un doux et joli mouton, Mina? »« Oui, comme vous voudrez, Lenji, un doux et joli mouton. Êtes-vous contente? Je sais très bien que vous m'avez donné une jolie pièce de 50 centimes toute neuve, avec la tête du roi Léopold dessus. Oui, je la vois encore d'ici. » Elle toussait en parlant, un peu gênée, car elle l'avait gardée pour elle. Et Mina était en effet descendue la veille pour remettre la pièce au jeune garçon. Mais au moment d'ouvrir la porte, elle avait vu le fils du sacristain Cloquy à genoux dans la neige et cherchant à regarder par la fenêtre de la cave. Et Cloquy, qui était jaloux, lui avait dit: « Pourquoi venez-vous à la porte, Mina? Est-ce que vous m'avez entendu frapper contre la vitre? J'ai pourtant frappé bien doucement. Je suis sûre que quelqu'un a rendez-vous à cette heure avec vous. Est-ce le gros Lup, le Crollet, ou Méton, le cocher de monsieur Méganec? Dites-le-moi, Mina, ou je vous pince. »« Qu'est-ce que vous me chantez là? » s'était écriée la grosse petite bonne. « Vous êtes toujours plantée devant le carreau pour savoir ce que je fais. Cloquy, c'est fini. Je ne veux plus rien avoir pour vous. Mariez-vous ailleurs, j'en ai assez de toutes vos raisons. Qu'est-ce que vous dites? » « Eh bien, si c'est comme cela, je m'en vais. J'en ai assez de tous les museaux que je vois tourner par ici. Vous avez beau dire, je pars pour ne plus revenir. »« Je ne dis rien. Non, non, c'est inutile. Nous irons chacun de notre côté. J'en connais qui vous valent bien, et il n'y a que le choix qui m'embarrasse. Votre amie Justine. »« Eh bien, prenez Justine, je vous l'abandonne, avec son cou sur le côté et son air de ne pas y toucher. Votre ami Dirk. »« Prenez Dirk? Voilà un gros mufle, sans compter qu'il boit tout son mois en un jour. Il y a bien de quoi faire la fière. Vous me rendrez mon mouchoir et mon gant, s'il vous plaît, avant dimanche, car je ne veux plus que vous ayez rien à moi. Ni moi non plus. Vous me rendrez le sang d'aiguille et le petit pot de pommade. »« Le petit pot de pommade? Il y a beau temps qu'il n'y en a plus de la pommade avec votre petit pot. Allez, ne me retenez pas plus longtemps. Je suis bien sotte de vouloir encore causer avec vous. »« Eh bien, gardez le petit pot, Mina, en souvenir de moi, et s'il vous en faut encore un, je ne vous connais plus. Hein? Bonsoir. Voyons, Mina, est-ce moi que vous attendiez ou un autre? Rien. Dites-moi si tout est fini entre nous. Bonsoir. Oh, Mina, le pauvre Cloquy a-t-il mérité d'être aussi durement traité? Prenez Justine. Ce sont là des histoires, ma petite Mina. Je n'ai rien pour Justine. Il n'y a que le choix qui vous embarrasse. J'étais venue avec l'intention de vous donner. Hein? Mais c'est inutile, puisque tout est rompu. Dites toujours? Non, cela ne sert à rien. Voyons un peu. À quoi bon? C'est pour voir. Ce sera pour une autre. Alors bonsoir. Mina, dites-moi pourquoi vous êtes venue à la porte, et je vous dirai. Oh, Cloquy, vous ne méritez pas qu'on vous aime. Qu'est-ce que c'est que vous me donnez? Mina, je vous apportais une petite broche en jet. Montrez un peu pour voir. Mon petit Cloquy, c'est très gentil d'avoir pensé à votre Mina. On voit bien l'amitié que les gens ont pour quelqu'un au cadeau qu'ils lui font. Maintenant, Mina, ne nous quittons plus. Dites-moi pourquoi vous avez ouvert la porte.
Oh, Cloquy, c'est pour cet affreux mendiant qui jouait tantôt du violon devant la maison. Où est-il? L'avez-vous vu partir? Le voilà qui tourne le coin de la rue. Lenji m'a donné de l'argent pour lui. Hum. Pourquoi faites-vous Cloquy? C'est que si j'étais à votre place, Mina. Que feriez-vous à ma place? Je sais bien ce que je ferais. Les mendiants sont assez riches comme cela. N'en dites rien à personne, Cloquy. Nous le mettrons avec les autres pour le jour de notre mariage. Ah, Mina, il y aura toujours du pain sur la planche avec une femme comme vous. Et voilà comment il se fait que le petit mendiant n'eut pas la jolie pièce que Lenji avait donnée pour lui à la bonne amie de Cloquy, le fils du sacristain. Mais la fine Mina n'avait garde d'en rien laisser paraître, et elle faisait à présent semblant de se rappeler très bien qu'elle la lui avait donnée. C'est égal, Lenji, dit-elle. Vous feriez mieux de ne pas vous occuper de ces petits traîneurs de pavés. Ce sont tous des fripons et des fils du diable. J'en ai vu comme cela pas mal à Bruxelles, quand j'étais en service chez M. Schorel, le ferblantier, et j'entendais dire autour de moi qu'il venait de si loin que c'était au moins de Macaroni ou d'Italie. Je ne sais plus au juste, mais c'est quelque chose comme cela. Mina, c'est donc plus loin que Bruxelles? Oh, pauvre petit garçon, je lui garderai certainement un morceau du gâteau de Noël. Voilà votre père qui vous appelle. Rentrez vite, de peur qu'il ne vous trouve encore dans le vestibule. Bonsoir, petit mendiant, dit alors l'enfant, en faisant aller ses mignonnes petites mains. Maman m'a appris à prier Dieu pour les pauvres. Je dirai dimanche à la messe une prière pour que vous soyez toujours un gentil petit garçon. Alors Jean, redevenu hautain, le bourra dans les épaules. Allons, sortez d'ici. Monsieur Capel vous fait dire de sa part qu'il donne tous les ans 100 francs aux pauvres de la ville. Vous êtes bien dur, Jean, dit Lenji. Qui ça? Moi, dur, Lenji? On m'a toujours dit que j'avais un cœur de poulet. Vous le rudoyez. Le rudoyer, moi? Sortirez-vous à la fin, vilain rat? Le petit mendiant regarda l'argent qu'il avait dans la main, murmura quelques mots que personne ne comprit et gagna la rue. Au moment de sortir, il leva ses yeux noirs sur Jean, avec colère. « Allez, allez, lui cria Jean, je me moque de vos grands yeux. Vous ne pouvez rien contre moi. Je suis ici dans un bon service, où je ne manquerai de rien et où je gagne de bon argent. Propre à rien, brigand !» Et la porte se ferma. 2. Le petit joueur de violon remit son chapeau sur sa tête, serra autour de ses reins le vieux manteau bleu qu'une corde attachait à son corps et se mit à remonter la rue en frappant ses pieds gelés sur le pavé plein de neige. Le soir tombait, et le long des façades les vitres s'éclairaient l'une après l'autre. Les lampes brillaient sur les tables. De temps en temps, une fenêtre s'ouvrait sur la lumière chaude des chambres. Un homme ou une femme se penchait, fermait les volets. Les vitrines des boutiques, scintillantes de givre, étalaient des arabesques légères comme des dentelles, sur lesquelles dansait l'ombre des brosses, des torchons, des paquets de chandelles et des nattes en paille qui pendaient à l'étalage. On voyait les boutiquiers aller et venir avec empressement derrière leur comptoir, en riant parce que les gros sous pleuvaient ce soir-là dans leurs tiroirs, et les chalands tapaient leurs sabots à terre pour se réchauffer, en attendant leur tour d'être servis. La vitrine du marchand de vin était une vraie merveille. Le malin compère avait rangé l'une à côté de l'autre, sur les planches, toute une armée de bouteilles, refermant de belles liqueurs roses, brunes, jaunes et violettes, que la lumière de la lampe faisait miroiter comme des topazes, des rubis, des améthystes et des saphirs. Et sur le trottoir, la neige se colorait de feu qui reflétait la nuance des liqueurs dans les bouteilles. Près de là, le charcutier avait pendu à sa fenêtre de longs chapelets de saucissons, enguirlandés de fleurs en papier d'or, et de la belle saucisse luisante tournait en rond sur une assiette, à côté d'un grand foie de porc dont le brave homme était en train de couper une tranche. L'enfant poussa la porte qui se mit à carillonner, et du doigt montra le foie. « Qu'est-ce que c'est, mon petit bonhomme ?» lui dit le marchand. « Je veux bien vous donner une tranche de foie, mais il faut me la payer. »
et en même temps il frottait plusieurs fois de suite son pouce contre son index pour donner plus de poids à ses paroles. L'enfant tira de sa poche un de ses sous et le mit sur le comptoir, en passant sa main dessus, de crainte que l'homme ne le prît avant de l'avoir servi. Un grand couteau luisant plongea alors dans le foie et une tranche s'en détacha. Puis le petit mendiant ôta sa main de dessus le sou et s'en alla, emportant sa marchandise. Il avait grand faim, il mordait dans la tranche à pleines dents, et en un instant il n'en resta plus rien. Il glissa alors sa main dans sa poche pour voir s'il y avait encore ses autres sous, et continua son chemin. Le pâtissier avait imaginé pour la Noël une montre extraordinaire. Des cramiques étalaient leur dos brun piqué de raisin, laissant sortir par place la miche dorée, et une pièce montée, superbe, avait la forme d'une tour. Cette tour, dont la base était en pâte de pudding, étageait 3 rangs de galeries circulaires. En haut de la dernière, parmi les fruits confits qui brillaient sur le sucre de la croûte glacée, une petite femme en jupe blanche, posée sur l'orteil du pied gauche, haussait en l'air sa jambe droite en ouvrant les bras comme si elle allait s'envoler. Puis des meringues soulevaient, non loin de la tour, leur écume figée au milieu de laquelle 2 cerises et une prune semblaient des îlots battus par les flots. Contre la vitre, de grandes couques hérissées de drapeaux en soie rouge et bleue et de plumes frisées posaient debout, à côté d'hommes en spikelos et en biscuits qui avaient l'air de dire bonjour aux passants. Il y avait aussi des assiettes remplies de dragées, de pralines au chocolat, de fondants, de sucre de couleur, de caramel. Mais la plus belle chose était certainement la tour aux 3 étages, à cause de la hauteur et de ses fruits. Le petit vagabond s'arrêta longtemps devant ces merveilles, n'ayant jamais rien vu d'aussi beau. Il se baissait, se haussait, se penchait à droite, se penchait à gauche, faisait avec son haleine des trous dans le givre des vitres pour mieux voir. Et tantôt il sautait sur une jambe, tantôt sur l'autre, frappant ses vieilles semelles sur le trottoir et chantant entre ses dents un air de son pays. Doucement il passa le bout de sa langue sur la vitre et lécha le givre à petits coups, croyant lécher les confitures. Le pâtissier s'aperçoit tout à coup qu'il y a quelqu'un derrière sa vitrine, et il fait un geste de colère. Le petit joueur se sauve alors. Mais le boulanger, lui aussi, a fait de grands hommes en spikelos, des cramiques de fine farine, de cooks en forme d'oiseaux avec des plumes et des drapeaux. Et l'enfant s'arrête de nouveau, regarde ces belles choses avec le désir d'en manger. Il n'a pris depuis le matin pour toute nourriture qu'un petit pain de 2 sous et une tranche de foie. À la fin, il se décide, pousse la porte vitrée du maître mitron, montre du doigt les bonshommes qui sont à la vitrine, et parmi ceux-là, le plus beau. Mais la boulangère appuie le pouce de sa main droite sur la paume de sa main gauche, l'avertissant ainsi qu'il doit avant tout payer. Il tire son sou et le pose sur le comptoir. La méchante femme hausse alors les épaules et lui dit d'une voix aigre : « Avez-vous pensé vraiment, petit drôle, que vous auriez ce grand bonhomme pour un sou ?» Puis elle prend le sou, le tourne dans ses doigts et lui donne un petit pain blanc, le plus sec de la fournée. Comme c'est bon du pain, il l'avale en quelques coups de dents et porte ensuite sa main à sa bouche pour y ramasser les miettes roulées dans les coins. 3. Constamment la sonnette des marchands carillonne ses drelins, car de riches et pauvres vont à la boutique ce soir-là pour acheter des cadeaux de Noël. Les ménagères passent en courant, la tête baissée sur la poitrine, les mains pelotonnées dans leur tablier, à cause de la bise qui rougit le nez et les doigts. Et l'une tient dans les bras un cramique qui répand derrière elle une bonne odeur de pâte aux œufs. L'autre porte à son poignet un cabas d'où sortent des goulots de bouteilles. Des petits garçons et des petites filles passent aussi, chargés de provisions, et quelques-uns s'arrêtent pour ouvrir les paquets et prendre délicatement un bonbon, un morceau de sucre, un macaron. De vieilles femmes, enveloppées de manteaux et le capuchon sur les yeux, sortent de l'église en marmottant entre leurs dents, qui claquent de froid, et il y en a qui tiennent à la main une chaufferette par les trous de laquelle le vent fait pétiller la braise. Le petit musicien voit briller dans la noire église les hautes fenêtres en forme de trèfle. La porte étant restée ouverte, un flot de lumière se répand sur le parvis, jusqu'à ses pieds avec une tiède odeur d'encens. Il pénètre sous les voûtes jaunies par le reflet des cierges
et se dirige vers le poêle où se meurt un petit feu de houille. Il tend avidement ses mains et ses pieds vers la fonte brûlante. Il passe ensuite ses mains sur ses jambes et sur ses bras pour les imprégner de la chaleur du poêle, et une douce action de grâce s'élève de son cœur pour remercier le Sauveur qui, aux approches de la grande nuit de Noël, lui donne du feu pour se réchauffer. L'église est silencieuse. On n'entend dans les nefs muettes que le grincement des chaises sur les dalles bleues, le pas du sacristain dans le chœur, et le claquement des sabots lorsque les vieilles femmes en manteau noir se dirigent du côté du bénitier afin d'y tremper leurs doigts avant de sortir. Et de temps à autre, une d'entre elles s'arrête près du poêle et ouvre au feu ses petites mains sèches, en regardant de côté avec défiance le jeune vagabond. Il sent alors glisser dans son sang une chaude langueur. Sa tête retombe sur sa poitrine. Il s'affaisse dans son vieux manteau troué dont il s'est fait un oreiller. Une voix irritée éclate tout à coup à son oreille. C'est le sacristain qui lui fait signe de partir. Il se lève, regarde fièrement cet homme qui le chasse, ramasse son violon et s'en va, lentement, en boitant, car ses pieds ont gonflé dans les vieilles bandelettes de cuir qui retiennent ses souliers à ses jambes. Il ouvre la porte, et la bise glacée le frappe de nouveau au visage. Alors le jeune homme se parle ainsi à lui-même. « Francesco, mon pauvre Francesco, pourquoi as-tu quitté la montagne? Tu avais une mère à la montagne, et tu l'as quittée. Où sont les autres, ceux qui m'ont précédé dans mon tour du monde? Paolo est mort dans la campagne pendant qu'il faisait chaud encore, et que les arbres étaient verts. Il a bien du bonheur, Paolo. Un jour, quand il gèle et qu'on n'a plus la force de marcher, on regarde derrière soi et l'on cherche de quel côté du ciel est la montagne. C'est alors, mon Francesco, que le chemin paraît long et l'on se dit qu'on n'arrivera jamais. J'ai perdu en chemin Paolo et Pietro aussi, mon cher Pietro, plus jeune que moi de 2 ans, et les autres m'ont quitté en me disant « Bon voyage !» Bupo était le plus grand, mais il toussait. Que sera-t-il arrivé de lui et des autres? Bonjour Bupo, Paolo, Pietro et les autres. Ce sera tantôt la nuit de Noël. Il y a fête dans le ciel, et ceux de la montagne sont descendus vers Naples. Tous les ans à la Noël, nous allions à Naples, avec les cornemuses et les violons, et les gens nous donnaient de la galette, du fromage, des fruits ou de petites pièces de monnaie tout le long du chemin. Naples, Naples. Et tout le long du chemin, il y avait des crèches avec l'âne, les mages et notre sauveur, devant lesquels ronflaient les cornemuses et chantaient les hommes de la plaine. Chez les hommes d'ici, il n'y a point de crèche, et les mains ne jettent que du cuivre rouge. Ma mère me disait « Francesco, tu es le dernier de mes entrailles, et je te vois partir avec douleur. Mais on est riche où tu vas. Voilà pourquoi je ne veux pas te retenir. Dieu soit avec toi. Quand tu reviendras, je pourrai mourir. Va donc, mon cher enfant. » Puis elle m'a donné ce violon, et elle est venue avec les autres mères jusqu'aux montagnes qui paraissent bleues quand on les voit de loin. Ensuite elles sont restées les bras tendus, et quand le soir est venu, nous avons joué de la cornemuse et du violon, afin qu'elles puissent encore nous entendre. Et maintenant je reviens, mais plus pauvre que lorsque je suis parti, car je n'ai plus d'espérance. En ce moment, il entendit à quelques pas de lui 3 petits garçons qui chantaient à la porte d'une maison, et l'un d'eux tenait au bout d'un bâton une lanterne où brûlait une chandelle. C'étaient des enfants de la campagne, en sabots, avec des écharpes sur la tête, et ils chantaient des complaintes de Noël pour gagner quelques sous. Le plus grand se haussait sur la pointe des pieds et chantait à travers le trou de la serrure, afin qu'on l'entendît mieux de l'intérieur. Le second chantait en tournant sur lui-même, les mains dans les poches, et l'on voyait sa bouche large ouverte, car elle criait de toutes ses forces. Le troisième criait aussi, mais il s'interrompait à tout moment pour renifler car son nez coulait, et il se remettait à crier avec une telle force que sa voix semblait devoir se briser. Et tantôt l'un, tantôt l'autre disait « Plus fort !» Pendant que celui qui avait le nez à la serrure tapait de petits coups du bout de son sabot contre la porte, alors ils se mettaient à crier tous les 3 comme des diables. Et leur chanson était à l'unisson. Mais l'un avait déjà fini quand l'autre commençait, et le dernier courait toujours après le premier, sans pouvoir l'atteindre. La petite chandelle tremblante éclairait leur nez rouge et faisait danser leur ombre derrière eux jusqu'au bout de la rue. Et eux-mêmes dansaient à la dernière note de la chanson, en sautant et retombant sur le plat de leurs sabots, sans rire.
Et voici ce que disait leur chanson. Noël. Ils sont venus, les petits et les plus petits encore, dire bonjour à l'âne du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a du foin et des navets cuits, des carottes et du pain béni. Mangez les gens, les bêtes aussi. Coq et bacon et pain cuit. Noël, Noël, amen. Noël, bah, dirent les rois. Du foin pour nos 3 chevaux, mais pour nous des coqs bacon. Lesquels nos dents couperont? S'il en reste un tout petit morceau, mettez de côté pour les cochons. Mangez les gens, les bêtes aussi. Coq, bacon et pain cuit. Noël, Noël, amen. Pour chandelle, une petite étoile. Montre-la où dort notre Seigneur, dans son maillot cousu de fil blanc, sur la paille qui est dans la crèche. Il dort, le joli petit mouton. Bloque, Klopen. S'il s'éveille, c'est pour mourir. Mangez les gens, les bêtes aussi. Coq, bacon et pain cuit. Noël, Noël, amen. Car il mourra pour nous sauver de l'enfer. Jésus-Christ, le Fils de notre chère dame. Les petits et les plus petits encore auront le cramique et du beurre en paradis, avec de la bonne musique de violon. Mangez les gens, les bêtes aussi, coq et bacon, et pain cuit. Noël, Noël, amen. Oh bah, si vous êtes contents des petits enfants, donnez-leur, par amour de Christus, de l'argent pour acheter des cooks avec des préanges dessus. Bloc, Klopen, nous ôterons nos sabots pour y faire coucher le chat. Mangez les gens, les bêtes aussi, coq, bacon et pain cuit. Noël, Noël, amen. Les 3 petits garçons allaient recommencer pour la 3e fois leur complainte, quand ils entendirent tout à coup jouer du violon à côté d'eux. C'était Francesco qui, humble et souriant, les accompagnait, et du pied il battait la mesure pour tâcher d'être d'accord avec eux. Ils cessèrent alors de chanter, et le plus grand mit son poing sous le nez de Francesco en lui disant « Nous ne voulons partager notre argent avec personne. » Ainsi chassé, il s'en va, de rue en rue, jouant à la porte des maisons et devant les boutiques. Mais l'archet glisse à peine sur les cordes, car les crins en sont gelés. Où passera-t-il la nuit? Au fond d'une cour sombre, sous un hangar, une charrette de paille est remisée. Il pénètre doucement dans le hangar et soulève la paille pour se glisser dessous. Un chien sort en ce moment de sa niche et fait entendre des aboiements furieux. Il revient sur ses pas et se dirige vers cette maison où la charité, la grâce et la douceur lui sont apparues sous les traits de Lenji. Voici en effet la belle maison blanche avec sa grande porte peinte en chêne, sur laquelle les poignées de bronze imitent des têtes de lion, et un peu au-dessus, dans le panneau de gauche, une superbe plaque de cuivre reluisante étale le nom de Capel et compagnie, gravé en grosses lettres. Il regarde les fenêtres partout closes, et il y en a 3 au premier étage qui sont éclairées. Qui donc est encore éveillé dans la maison? Les sons d'un piano, comme une musique de paradis, s'échappent par les fentes des volets, et bientôt une petite voix d'or s'élève dans le silence de la nuit. Cette voix lui rappelle le murmure avec lequel sa mère le berçait, les chants des petits enfants de la montagne, le vent dans les arbres, 1000 choses tendres et lointaines. Puis la voix cesse, mais il l'entend longtemps encore, comme un chant de Noël, au fond de son cœur. Des portes s'ouvrent dans la rue, et il en sort des ombres qui marchent rapidement. Quelques-unes balancent à la main de petites lanternes qui rougissent la neige, car les réverbères de la ville sont éteints. Toutes ces petites lanternes se dirigent du même côté, là où la cloche sonne pour la messe de minuit. La porte de la maison Capel et compagnie s'ouvre aussi, et une joyeuse lumière se répand au dehors. Des hommes et des femmes, chaudement vêtus, serrent la main au maître de la maison, et une petite voix, celle qui a chanté, leur jette le bonsoir. Puis la compagnie se sépare en riant, la porte se referme et les fenêtres où brillaient l'éclat des lampes, une à une, s'assombrissent. Ah, Monsieur Capel a voulu fêter le réveillon et il a bien fait les choses. On a bu du thé, du vin chaud et du punch. La table est encore remplie de beaux pâtés et de belles tartes dans lesquelles le couteau a taillé de grandes brèches. Mina déshabille Lenji et la couche dans des draps chauds, après l'avoir embrassé. Et au moment de s'endormir, Lenji tourne la tête du côté de son arbre de Noël, qu'elle a fait monter dans la chambre, avec la poupée, les étuis, les boîtes à ouvrage et les cornets de dragée. Alors la lumière qui danse au haut de la maison sur le rideau de Lenji, comme une étoile dans le brouillard, s'éteint à son tour,
et l'obscurité enveloppe le doux sommeil de la fille de M. Capel. 4. Ah, qu'ils sont gais, les petits flocons de neige, lorsque, pareils à des papillons d'hiver bondissant sur le tremplin de la bise, ils montent, descendent, montent encore, et qu'un enfant passe, à travers la fenêtre entr'ouverte, sa main dodue pour les saisir. Qu'ils sont gais pour tout autre que le pauvre Francesco dans cette nuit glacée de Noël. De grosses larmes roulent au bord de ses yeux, tandis qu'il souffle son haleine sur le bout de ses doigts. Le monde est bien dur. Que va-t-il faire maintenant? Il voit dans l'ombre une porte profonde dont la neige n'a pas recouvert le seuil. Il y va. Tenez, le voilà qui s'assied. Après avoir eu soin de tirer son manteau sous lui et son menton sur ses genoux, il s'endort. Tout à coup, il lui semble que la terre s'est dérobée sous ses pieds. Est-ce lui qui monte? Est-ce la terre qui descend? Qu'importe. Ce qui se découvre à ses yeux est bien plus beau que la terre. Et tout de suite, il sent une odeur délicieuse, comme celle qui sortait de la cave du pâtissier. L'air est embaumé de vanille, de safran, de cannelle, de citron, et un petit vent chaud répand ces bonnes odeurs au loin. Dieu, qu'elles sont enivrantes! Il les sent couler dans ses veines comme le jus des fruits mûrs. De magnifiques campagnes s'étendent à présent devant lui, avec des tons de pourpre, d'émeraude et de turquoise, jusqu'aux horizons de montagnes qui dentellent l'azur du ciel. Et un abricot, étincelant comme un soleil, répand sa lumière sur les gelées, les sirops et les crèmes du passage. Jamais le vrai soleil ne lui a paru à la fois si brillant et si humide. Seigneur, Seigneur, et qu'il fait doux de vivre! Ainsi se parle Francesco, car il vient de prendre un bain dans la crème et il a mangé 3 îles coup sur coup. Puis une montagne en caramel se dresse devant lui, surmontée de la même tour qu'il a vue chez le pâtissier. Qui donc habite la tour? Ce ne peut être qu'une fée, et la fée sans doute est la reine du pays qu'il vient de parcourir. Mais comment pénétrer dans la muette et splendide tour? Il cherche en vain la sonnette. Toc toc, fait-il enfin, et une voix, douce comme de la confiture, lui répond du fond de la tour. Entrez! Il entre. De grands escaliers en sucre montent d'une galerie de pudding vers une galerie de nougat. Toc toc, fait-il encore, et la même voix répond. Plus haut! Plus haut! Toujours frappant, il arrive à la dernière galerie, qui est en biscuit aux amandes, après avoir passé par toutes sortes de merveilles. Et tout à coup, il se trouve en présence de la petite danseuse du pâtissier. Elle lui sourit très gentiment et lui dit « Je t'attendais, mon petit Francesco. » À vrai dire, elle n'était plus posée sur la pointe de son orteil, la jambe droite levée, comme il l'avait aperçue la première fois, en haut de la tour chez le pâtissier. Non, elle était debout sur ses 2 pieds et lui tendait la main à présent. Jamais Francesco n'avait vu une si jolie personne, ni plus mignonne, ni plus potelée, ni mieux faite, et elle était tout en sucre, avec des couleurs éclatantes qui la rendaient encore plus à son goût. Oh, c'était de bon sucre, allez, et si appétissant que Francesco, qui ne savait que répondre à la jolie personne, se mit à lui lécher le cou sous ses cheveux blonds cendrés. D'où vient qu'il pensa tout à coup que cette jolie créature était la même que celle qui lui avait fait la charité, tandis qu'il se trouvait encore sur la terre. Et comme si la petite danseuse eût compris ce qui se passait en lui, elle lui dit « Oui, c'est bien moi. Voici ma main. Épousons-nous. Mon royaume sera aussi le tien. » Alors Francesco mit sa main dans la sienne et ils furent mariés. Le bel abricot couleur de soleil s'obscurcit en ce moment. Aussitôt une teinte crépusculaire revêtit la crête des monts et la plaine entière se couvrit d'une couche glacée de confitures aux lueurs sombres. « Voici la nuit, Francesco, » lui dit la petite fille en sucre. « Nous allons nous séparer. » Et Francesco la vit fondre lentement, comme une étoile dans les clartés croissantes du matin, et la tour se fondit, et les montagnes se fondirent, et les paysages se mirent à fondre aussi pendant que lui-même se sentait fondre, fondre, toujours un peu plus, jusqu'à ce que...
Le matin, la servante de la maison, en ouvrant la porte pour aller chez le boulanger, trouva sur le seuil un petit cadavre glacé. Chut, ne le réveillons pas. Il est parti, le pauvre Francesco, sur l'aile du rêve à travers la nuit de Noël. Fin de la lecture du conte. La Noël du petit joueur de violon. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.